Vous parliez tout à l'heure d'Omar Homsen. Justement, on va l'évoquer avec Magali Lunel qui nous a rejoint. On le disait, parmi les djihadistes français présents en Syrie, il y en a un qui est dans le collimateur des renseignements français. C'est cet homme originaire de Nice et qui a été identifié comme le recruteur numéro 1 des djihadistes français. Que sait-on de lui, Magali? Alors, Omar Homsen, d'abord, c'est son nom de guerre. Donc, homme pour Omar et Sen pour Sénégal, puisqu'il est né à Dakar. Il s'appelle en réalité Omar Diaby et c'est à l'âge de 7 ans qu'il arrive en France avec sa famille, à Nice plus précisément. Plus tard, il tombe dans la délinquance, puis dans le grand banditisme. Il fait plusieurs séjours en prison et c'est là qu'il se radicalise et qu'il commence son travail d'enrôlement. En quelques années seulement, vous l'avez dit, il devient le plus gros recruteur de djihadistes français pour la Syrie grâce à des vidéos qu'il poste sur YouTube et qui connaîtront un énorme succès. Il séduit des dizaines de jeunes. Ce sont des films complotistes qui sont à l'origine de la première vague de départ vers la Syrie. Et donc on apprend que lui aussi est parti en Syrie. Oui, c'était en 2013. Il part pour prendre la tête d'un bataillon, groupe qui a compté jusqu'à 150 combattants. Il avait, en 2015, fait croire à sa propre mort avant de réapparaître un an plus tard dans un reportage de complément d'enquête sur France 2. Et c'est dans ce reportage qu'il expliquait que lui, il n'était pas du tout d'accord avec Daesh. Il était contre les attentats terroristes sur des sols étrangers. Et il s'en expliquait, regardez, lorsqu'on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, on n'a pas le droit d'imposer immédiatement des lois que le peuple n'arrive pas à comprendre. On éduque d'abord la population, expliquait-il, on lui fait comprendre et aimer la religion. La charia, ce n'est pas couper des mains, ce n'est pas lapider les femmes ou les hommes adultères. Et alors, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, la situation est un peu complexe. Donc moi, je ne vais pas trop m'aventurer dans les détails. C'est Assiam El Difraoui qui a essayé de nous expliquer brièvement. A priori, il est plutôt en rupture avec HTS. En tout cas, il avait été arrêté à 2 reprises par les rebelles. La dernière fois, il avait été... C'était toujours un personnage très original dans cette djihadosphère. Très original qui a fait un peu à sa tête. Déjà, ses films, c'était vraiment iconoclaste pour le djihadisme. Donc après, il a changé les opinions aussi souvent. Donc en fait, il était assez illisible. Donc on ne comprenait pas forcément... Il était illisible, donc il a fait son propre truc, en gros. Exactement. Et il est aussi en rupture violente avec son propre groupe, parce qu'il s'est détaché très vite de Daesh. Donc c'est... Et vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec une chercheuse, parce que donc il a été arrêté à 2 reprises par HTS. La dernière fois, il a été libéré au bout d'1 an et demi, c'était en 2022. Il aurait été libéré en échange de la promesse de se faire discret. C'est ce qu'explique cette chercheuse. Dans le Figaro, regardez, Omar Homsen a été libéré à condition qu'il ne joigne aucun autre groupe armé d'Idlib, ne recrute plus de Français combattants, n'incite plus contre la France et ne parle plus aux médias. A priori, ce serait pour ça qu'il aurait été libéré. Mais aujourd'hui, quand même... Non, c'est très vrai, parce qu'on n'a pas entendu... Elle n'a pas parlé. Je pense que c'est vrai. Donc, a priori, ce serait ça. Sauf qu'on a bien entendu dans les vidéos qui ont circulé depuis dimanche des Français qui appartiennent à son groupe à lui, à Omar Homsen, et donc qui auraient participé à la libération du pays. Donc, la question est de savoir quel sera le rôle aujourd'hui d'Omar Homsen dans la reconstruction de la Syrie. Non, mais de toute façon, c'est très intéressant. Al-Goulani, il n'a pas gardé ces gens pour rien. C'est utile d'avoir 30 Français qui ont plus ou moins de qualifications. La Syrie reste aussi un peu francophone déjà dans la bourgeoisie. Elle peut faire plein de tâches de propagande. Elle peut faire un lien avec d'autres Français. Donc c'est pas pour rien que ce groupe n'était pas... Goulani, qui est quand même très pragmatique, il a éliminé d'autres groupes complètement, donc de gens qui les ont gênés. Il a quand même bataillé l'État islamique férocement aussi. Donc il y a, à mon avis, de bonnes raisons pourquoi elle se gardait cette petite carrée de Français sans de... Dorothée Schmitt, vous vouliez ajouter 2 choses. Alors d'abord, on voit effectivement l'idée qu'on a des personnalités qui sont très atypiques, qui vont avoir du mal à structurer elles-mêmes des groupes concurrents. Donc là, on a quand même un début de structure qui s'est consolidé à Idlib, alors qui évidemment n'est pas notre interlocuteur préféré, mais qui, bon, parmi ces islamistes est malgré tout celui qui prend au moins la peine de dire on va s'entendre, on va être inclusif, on va faire attention. Le deuxième point important, c'est quand on réfléchit en termes d'attractivité de ce potentiel nouveau califat, parce que c'est aussi ça le symbole, c'est de voir arriver dans la mosquée des Omeyyades un islamiste qui restaurait le califat en Syrie. Non, mais alors, ça l'a pas fait, donc là, c'est très important. Vous vous souvenez quand cette pseudo-califat a été déclaré, donc il y a cette pseudo-calife Abou Bakr tout en noir vêtu qui monte la minbar en haut. Là, c'était juste le symbole d'un combattant. Mais c'est intéressant. Mais le symbolisme de la Syrie, ça va être très intéressant à long terme.
et la future forme politique de cet État. Donc, mais là aussi, avec la mosquée, elle s'est volontairement distanciée symboliquement de ce qu'est l'État islamique. C'est un lieu presque, la mosquée est presque un lieu politique. Elle est presque désacralisée dans ce cas-là. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un symbole identitaire, mais ce n'est pas le symbole de la renaissance d'un califat. Non, mais c'est toujours, ça reste mosquée. Ça reste un symbole identitaire très important. Et politique aussi. Et politique. Allez, on revient dans un instant. Mais attendez une petite seconde. Donc, la question, c'est quelle est l'attractivité aujourd'hui de ça pour nos islamistes en France, d'accord? Mais quel est l'intérêt, comme on vient de le dire, pour ce nouveau pouvoir en formation en Syrie, de récupérer tous les outlaws de toute l'Europe ou du monde entier qui viendraient s'encanailler en Syrie? Quel est l'intérêt pour eux de les récupérer? C'est ça qui doit... Bien sûr, mais alors... mais des entrepreneurs... Ce que je voulais justement vous dire, c'est qu'on va répondre, on va tenter de répondre en tout cas à cette question dans un instant. Et puis je voudrais aussi qu'on évoque un sujet que vous avez aussi évoqué, c'est que va-t-il se passer s'il y a une évasion massive de Français des prisons kurdes et aussi d'autres Français qui sont détenus en Syrie? Voilà, quels sont les risques? On le rappelle, ils sont des centaines détenus. Qu'arrivera-t-il si jamais ils arrivent à retrouver la liberté? À tout de suite dans le grand dossier.